Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Conseil des ministres, ce mercredi 30 novembre au Palais de la Présidence de la République. À l'ordre du jour de cette séance de travail des membres du gouvernement, le désengorgement des zones industrielles d'Abidjan et la promotion de l'insertion des jeunes. À l'Assemblée nationale, 4 projets de loi adoptés en commission, 4 tests défendus par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarra Souba. Il était face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Tous les tests ont été adoptés. Et puis ouverture ce mercredi de l'audience des accusés de l'attentat de Grand Bassam. Attentat survenu, vous en souvenez certainement, le 13 mars 2016 et qui a causé la mort de 19 civils et de 3 militaires. L'audience se poursuit, le procès est en cours et va durer 3 semaines. Nous y reviendrons dans ce journal. Mais avant, je vous le disais tantôt, il s'est tenu ce mercredi 30 novembre au Palais de la Présidence de la République un conseil des ministres. À l'ordre du jour de cette séance de travail des membres du gouvernement, le désengorgement des zones industrielles d'Abidjan, l'augmentation du plafond des avals et garanties de l'État et la promotion de l'insertion des jeunes. On fait le point avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 30 novembre 2022, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse. Il s'agit d'améliorer le cadre juridique dédié à la promotion, l'insertion socio-économique et l'autonomisation des jeunes. Il organise à cet effet un dispositif institutionnel qui prend en compte les organisations et mouvements de jeunesse de façon à fédérer les différentes actions engagées par le gouvernement et à renforcer leur coordination avec celles émanant de la société civile, en vue d'amplifier les performances des politiques et stratégies de promotion et d'emploi des jeunes. Ce projet de loi introduit dans cette dynamique des innovations majeures dont la consécration d'une clause d'impact jeunesse dans l'ensemble des interventions gouvernementales afin d'intensifier la participation des jeunes aux activités socio-économiques et au processus public de prise de décision. Dans le cadre de l'exécution du programme budgétaire à fin 2022, le gouvernement a décidé de rehausser le plafond des avals et garanties accordés par l'État à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Cette mesure permettra notamment à la société Côte d'Ivoire Énergie de mobiliser de manière diligente le financement nécessaire à l'atteinte des nouveaux objectifs assignés à cette entreprise publique en matière de production d'électricité et plus précisément d'électrification rurale. Le Conseil a également défini les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds de développement local. Ce décret encadre la gestion financière et administrative des fonds de développement local institués par le Code minier en vue de la réalisation de projets de développement socio-économique au profit des communautés locales riveraines des exploitations minières. Il précise les modalités de financement des fonds de développement local et fixe les conditions ainsi que les procédures de contrôle et de suivi de l'utilisation des ressources affectées au fonds en vue de garantir la mise en œuvre effective des obligations sociales des sociétés d'exploitation minière. Pour une meilleure gestion des établissements sanitaires, le gouvernement a autorisé la création des emplois d'attachés et d'assistants sanitaires. Ainsi, il est créé dans la famille des emplois de gestion économique et financière les emplois de gestionnaires administratifs et financiers des établissements hospitaliers, à savoir l'emploi d'attaché sanitaire catégorie A, grade A3, et l'emploi d'assistant sanitaire catégorie B, grade B3, aux fins d'assurer une meilleure gestion administrative et financière des hôpitaux publics.
Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur la question liée à la revalorisation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Vous pouvez être assuré que dans les prochains jours, très certainement, la validation donc, par le patronat de cette discussion donc, avec l'État sera consacrée donc, dans un décret. Mais le plus important était d'arriver à un accord avec le patronat et nous nous réjouissons donc de ce que cela ait pu être fait. Notons que la date du dernier Conseil des ministres de l'année a été fixée au 21 décembre 2022. D'ici là, en fonction de l'importance des dossiers, le Premier ministre pourrait décider de la tenue d'un Conseil des ministres extraordinaire. Voilà le Premier ministre Patrick Achi qui justement a procédé ce mercredi au lancement de l'offre publique de vente d'actions de Orange Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 14 millions d'actions qui seront cédées à 9 500 francs l'unité. C'est ce que nous rapporte Alexis Ouedraogo. La bourse à portée de tous. En procédant ce mercredi au lancement de l'offre publique de vente d'actions de Orange Côte d'Ivoire, l'État veut faciliter l'accès des investisseurs nationaux à l'épargne par des placements à la BRVM. Objectif, soutenir l'économie nationale. Cette opération a été jugée opportune parce que le contexte du marché financier et boursier sous-régional est favorable. Le comité de privatisation émet le vœu que l'opération connaisse le plus grand succès espéré en offrant une opportunité d'investissement et de placement sûr à toutes et à tous. 9,95% des 14,95% de parts détenues par l'État dans Orange Côte d'Ivoire ont été cédées à la BRVM. Au total, ce sont plus de 14 millions d'actions qui seront cédées au cours de 9 500 francs CFA l'unité. L'ouverture de notre actionnariat au public et l'introduction du groupe Orange Côte d'Ivoire à la BRVM illustrent notre ancrage régional, notre transparence et notre volonté de partager notre histoire ainsi que notre succès avec nos populations. Au terme de l'opération, le gouvernement devrait récolter la somme de plus de 142 milliards de francs CFA pour une valorisation estimée à 1 500 milliards de francs CFA. L'offre publique de vente de Orange Côte d'Ivoire que nous lançons est déjà historique à plus d'un titre. Parce que la participation de l'État au capital d'Orange Côte d'Ivoire en fait l'un des actifs publics actuels les plus importants. Parce qu'il s'agit de la plus importante opération de privatisation menée dans notre pays au regard du volume financier. Elle devrait en effet permettre d'accroître à elle seule la capitalisation boursière de la BRVM de 25%. Le Premier ministre exhorte les populations à se mobiliser autour de cette offre publique. Je veux conclure mon intervention en lançant un vibrant appel à l'épargne de tous, national bien sûr, mais également sous-régional, continental et international. Un appel aux personnes physiques et morales pour participer à cette opération stratégique. Orange Côte d'Ivoire constitue un placement sûr aujourd'hui et un investissement d'avenir demain. Notons toutefois le maintien dans le portefeuille de l'État d'une participation résiduelle de 5% au capital de l'entreprise. Et on poursuit en images avec cette élection à la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Ahmed Cissé, élu nouveau président pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Ahmed Cissé, qui succède à Jean-Marie Aka, président depuis 2016, devient ainsi le 6e président de la CGC. L'élection a eu lieu ce mercredi. Membre du conseil d'administration de la CGC depuis 2014, le nouveau président occupe depuis 2016, notez-le, la fonction de vice-président et est membre du bureau exécutif de la CGC. Notez également qu'il est commandeur de l'ordre national. On se rend à l'Assemblée nationale. 4 projets de loi adoptés en commission, 4 textes défendus par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Soba. Il était face aux députés membres de la Commission des Affaires économiques et financières. Et c'est avec Konaté Moussa qu'on en parle. Le Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI, créé en 2014 pour le financement dans le secteur industriel et l'aménagement de nouvelles zones industrielles, va faire place à une nouvelle structure de gestion.
Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant dissolution du FODI est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. En mars dernier, nous avons fait adopter un cadre stratégique portant sur le développement des zones industrielles et dans le cadre de ce nouveau cadre stratégique, il a été adopté de faire une réforme importante au niveau de la structure qui devait planifier, concevoir, gérer et développer les zones industrielles. C'est ainsi que le gouvernement, à travers cette réforme, a proposé de faire la fusion de deux entités qui étaient en charge de la gestion des zones industrielles, à savoir le FODI et l'AGEDI, l'Agence de gestion et développement industriel, qui se sont fondus pour créer une seule entité qui est la SOGEDI, la Société de gestion et développement industriel. Mais l'innovation, c'est que l'État peut donner également la faculté au secteur privé, par une délégation de services, une concession, d'également gérer des zones industrielles, de les développer. Tout ceci pour augmenter le rythme de création ou d'aménagement des zones industrielles. Autre texte présenté par le ministre Souleymane Diarra-Souba est également adopté. Le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique de développement des PME et le projet de loi portant modification de l'ordonnance relative à la concurrence. Cela permet à l'État d'être plus diligent dans la mise en œuvre des décisions concernant l'encadrement des prix et également de prendre certaines dispositions lorsque nous constatons que par des situations de monopole, de fait, dans certaines régions particulières, nous puissions pour une région spécifique prendre des décisions de fixation, d'homologation ou de plafonnement des prix. Donc cela également participe à la préservation du pouvoir d'achat de nos populations. Le GUDSI, en fait, est une holding qui a deux filiales. Une filiale qui s'appelle Côte d'Ivoire PME, qui sera en charge de l'accompagnement et de l'amorçage. Et une deuxième filiale qui est la Société des garanties des PME, qui sera, en tant qu'établissement financier, pourra donner des garanties à toutes ces PME, tous ces opérateurs économiques, à l'effet de mitiger les risques auprès des établissements financiers. Les députés ont aussi adopté le projet de loi instituant des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans les secteurs de la production et de la transformation agricole. Le texte vise à inciter les industriels à investir dans le secteur du vivrier. Et on reste à l'hémicycle, toujours avec Konaté Moussa. La Côte d'Ivoire va renforcer les actions de lutte contre l'orpaillage illégal. La loi 2014 portant code des mines a été modifiée en vue donc de mieux encadrer et de protéger l'activité minière. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant code des mines vient d'être justement adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. C'est ce que nous rapporte notre reporter. L'État de Côte d'Ivoire veut renforcer la répression des infractions liées aux activités minières. La loi 2014 portant code minier qui vise à encadrer et protéger le secteur des mines connaît des modifications. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly présente le projet de loi de ratification d'ordonnance portant modification de la loi 2014 portant code des mines aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Compte tenu de l'évolution de pratiques néfastes auxquelles doit faire face le secteur, il est également apparu que d'autres dispositions n'étaient plus suffisamment adaptées aux exigences de l'efficacité de la répression des infractions au code minier, dont l'orpaillage illégal, qui constitue une menace pour la sécurité nationale, eu égard à ses conséquences humaines, économiques, sociales et environnementales désastreuses, mais également aux ramifications avec certaines autres formes de criminalité. Le texte est adopté à l'unanimité. Il favorise de nouvelles mesures pour freiner l'orpaillage clandestin. Avec un engagement réaffirmé du gouvernement en faveur de la répression des infractions au code minier, par la création du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, en abrégé GS-Loi, il convenait de donner aux 10 codes les moyens de son efficacité. À ce jour, ce sont 1665 sites illégaux d'orpaillage qui ont été détruits et 345 personnes arrêtées et déférées.
Au CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'heure est à la réflexion sur le phénomène des influenceurs et autres web humoristes. Quel impact socio-économique de ces nouveaux métiers? Examen donc du projet d'avis pour faire des propositions aux membres du gouvernement. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel tient sa première séance plénière. Il s'agit ce jour d'examiner et adopter le projet sur l'impact socio-économique des influenceuses, influenceurs et web humoristes, ces phénomènes et métiers nouveaux. C'est un phénomène nouveau qui est connu de tout le monde, qui est d'actualité. Il s'agit donc pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons compléter par quelques avis. Après avoir débattu des thématiques présentées, les différentes commissions adoptent le projet de test à eux soumis. Les textes qui ont été adoptés, qui sont adoptés par les différentes chambres et qui sont bien entendu passés par l'exécutif, bien entendu, c'est-à-dire par le gouvernement. C'est naturellement la mission normale de la Chambre que de tenir des séances plénières, mais je dois dire qu'à ce jour, la Chambre ne disposait pas, depuis 10 ans, de bureau. Il n'y avait pas de bureau. Aujourd'hui, c'est chose faite depuis le début de l'année. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis au travail conformément à notre feuille de route, conformément aux principaux axes de notre mandature 2022-2026. Une première séance de l'année, et ce n'est que le début. 2 autres assemblées plénières sont prévues les 8 et 15 décembre prochains. Et le reportage de Evelyne Yoboué est commenté pour vous par Franck Kouadio. Remise de manuels et de guides pour l'harmonisation des missions d'audit et de contrôle. Ce sont au total 13 manuels et guides d'audit qui ont été donc remis aux acteurs du contrôle de l'administration publique ivoirienne. Objectif, leur permettre de réaliser des missions d'audit à forte valeur ajoutée sur une base harmonisée, comme l'a précisé l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile. Et on en parle avec Alexis Ouedraogo. À la primature, ce mercredi, l'inspecteur général d'État Théophile Awa Ndoli remet 13 manuels et guides d'audit aux acteurs du contrôle de l'administration publique, se conformant aux exigences du schéma directeur de la réforme des finances publiques adopté en 2014. Monsieur l'inspecteur général d'État, pour faciliter le déploiement de ce dispositif au sein des départements ministériels et faisant preuve d'une remarquable anticipation, vous avez sollicité et obtenu le projet d'appui à la gestion économique et financière relevant de mon département ministériel, un appui de 156 millions de francs CFA qui a permis d'élaborer un recueil de manuels et de guides relatifs à l'audit. Je précise que les versions électroniques des 10 documents seront également mises à la disposition de vos services. Mis en œuvre avec l'appui du PAGEF, ces outils vont hisser les missions d'audit et de contrôle aux normes internationales. La remise de ce jour de ces manuels et guides d'audit vise à permettre aux acteurs de contrôle de l'administration publique ivoirienne de réaliser désormais des missions d'audit à forte valeur ajoutée sur une base harmonisée. Un cabinet international a été retenu pour la rédaction d'un ensemble de manuels et guides au profit des structures de contrôle de l'ordre administratif. Le ministre de l'Économie et des Finances est engagé pour sa part à renforcer son appui aux organes de contrôle interne de l'État, dont l'impact reste indispensable à la bonne gouvernance. On faisait le point avec Alexis Ouedraogo. Ouverture ce mercredi de l'audience des accusés de l'attentat de Grand Bassam. Attentat survenu, vous vous en souvenez certainement, le 13 mars 2016 et qui aura causé la mort de 19 civils et de 3 militaires. L'audience se déroule au tribunal de grande instance d'Abidjan-Plateau. Le procès est donc en cours et va durer 3 semaines. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Tribunal de première instance, Abidjan-Plateau, grande salle d'audience. Une dizaine de prévenus, une vingtaine de témoins de l'attentat de Grand Bassam. À cette première audience, le procureur de la République et les avocats de la défense se contredisent sur la forme, notamment le délai de comparution 6 mois après la date de l'arrêt de renvoi.
Après la suspension de l'audience, le tribunal se déclare incompétent pour prononcer la nullité de l'arrêt de renvoi tel que demandé par la défense. À la reprise, un film sur la reconstitution de l'attentat de Grand Bassam est projeté au public avant l'ouverture des débats sur le fond, avec un premier témoin qui comparaît. Il a servi de chauffeur à l'une des têtes pensantes de l'attentat. Après 45 minutes d'interrogatoire, l'audience est suspendue. Elle reprendra le jeudi 1er décembre avec 4 à 5 accusés appelés à la barre par jour d'audience. Les témoignages débuteront à l'audience du 7 décembre prochain. Le procès de l'attentat de Grand Bassam est prévu pour durer 3 semaines. Et pour parler terrorisme toujours, le chef de l'État islamique est mort, ce qui a été annoncé par le groupe ce mercredi. L'Irakien Abou Hassan Hashmi a été tué. Le porte-parole du groupe ne précise pas dans son message les circonstances de la mort de son chef. Notez qu'un nouveau calife a été nommé. Ici en Côte d'Ivoire, on parle de révision de la liste électorale. Notez que la CEI a rencontré aujourd'hui même le FPI. Évoquer avec la CEI les préoccupations liées à la révision de la liste électorale, c'est la raison de la visite du Front populaire ivoirien à la commission électorale indépendante. Venu avec une forte délégation, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, s'est entretenu avec Ibrahim Koulibaly-Kubière et son équipe sur les différents aspects de l'opération de la révision de la liste électorale en cours. Émettre les réserves que nous avons et puis écouter la CEI aussi sur les dispositions qui sont prises pour faire en sorte que cet enrôlement se fasse dans la transparence et de façon efficace et permettre à tous nos compatriotes qui sont en âge d'aller voter de se faire enregistrer et de pouvoir participer aux élections de 2023. Nous sommes déjà mobilisés pour participer à la sensibilisation, pour mobiliser tous nos compatriotes pour qu'ils puissent aller se faire enregistrer parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas automatique. Il faut expliquer, il y a des pièces à fournir. Pour nous, c'est la continuité dans le soutien à la CEI, dans la participation au processus électoral. Le FPI promet d'être à toutes les étapes du processus électoral, y compris celle de la révision de la liste électorale. Voilà, le Front populaire ivoirien qui était donc à la commission électorale indépendante ce mercredi. Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, était donc à la CEI pour exprimer son soutien à la CEI. On en parlait avec Sidonie Davila. Révision de la liste électorale, nous en parlerons tout à l'heure, mais avant, sachez que l'ex-président Laurent Gbagbo, inscrit donc sur la liste électorale, il est inscrit depuis ce mercredi. Le président du PPACI s'est inscrit sur le listing aujourd'hui même. À cette occasion, il a appelé l'ensemble de la population ivoirienne à donc faire comme lui, c'est-à-dire à s'inscrire sur la liste afin donc de participer activement à la vie de la nation. Révision de la liste électorale, on en vient à présent. Adama Bictogo sensibilise à Yopougon au 12e jour de l'opération. Les différents états-majors des partis politiques sont sur le terrain, vous le savez, pour mobiliser leurs militants. Eh bien, à Yopougon, le candidat déclaré du RHDP multiplie les tournées de sensibilisation pour amener justement le maximum de militants à s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est avec Michel Digré qu'on y va. Adama Bictogo au marché de Yopougon-Jesco. Les commerçantes n'ont pas voulu se faire raconter cette sensibilisation sur l'opération de la révision de la liste électorale. C'est le 5e meeting en 2 jours pour le candidat déclaré du RHDP au municipal à Yopougon. L'enjeu de ces rencontres, mobiliser les militants pour une adhésion massive à l'inscription sur la liste électorale. Il y a une commune qui doit devenir la commune lumière, c'est Yopougon. Mais pour y arriver, il faut que chacun et chacune de vous passe dans chaque maison pour s'assurer que chacun a sa carte d'électeur et que les nouveaux majeurs sont allés s'inscrire parce que l'élection de demain, c'est aujourd'hui. Du quartier Koweït au terrain Zébier en passant par la cité Trois-Rouges,
Adama Togo a expliqué le mode opératoire de la mise à jour du fichier électoral. Il a profité de ces différentes tribunes pour lancer des messages de cohésion sociale. J'ai de la passion pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais je veux que cette passion pour la Côte d'Ivoire, que nous la partagions pour la commune de Yopougon. Et que notre passion, ce soit la solidarité, la fraternité vraie ivoirienne, où on ne regarde pas la couleur des ethnies, ni des religions. Je considère que je vous appartiens à vous tous et à vous toutes. Le message est perçu par les militants qui entendent s'impliquer dans la réussite de l'opération de révision de la liste électorale à Yopougon. Voilà, et de Yopougon, dans la joie, on se rend tout de suite au Bassa-Sandra, dans le Bassa-Sandra, donc, où le Conseil du district autonome a tenu sa toute première session. C'était le vendredi dernier. On note la mise en place de 9 commissions, avec une dédiée à la lutte contre le changement climatique, l'adoption du règlement intérieur et l'approbation du bilan du ministre-gouverneur depuis sa prise de fonction en 2021, également au menu de cette rencontre. Sampona. Première session du Conseil du district autonome du Bassa-Sandra. Conseil présidé par le ministre-gouverneur Philippe Légré, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, des directeurs et chefs de service, de la chefferie traditionnelle et des leaders d'opinion. Sur 43 conseillers nommés, 37 ont pris part à la mise en place de commissions et à l'adoption de règlements intérieurs. Outre les 6 commissions qui sont dans le décret, nous avons créé 3 commissions, ce qui fait que nous sommes passés à 9 commissions, ce qui a été approuvé par tout le Conseil. Et puis, nous avons mis en place le règlement intérieur, et donc nous avons véritablement lancé le Conseil. Occasion pour le ministre-gouverneur de faire le bilan des activités menées depuis sa prise de fonction. De 2021 à 2022, il y a du travail qui a été fait, et ils ont approuvé ce travail qui a été fait. Et je leur ai donc demandé de s'impliquer et de faire en sorte que, de mettre dans la main, dans une vision commune, qu'on travaille pour le bien des populations. Un bilan jugé satisfaisant par les conseillers du district qui saluent la tenue de cette première session. Le bilan qui a été présenté a montré que le bureau du ministre-gouverneur a travaillé en silence et vraiment beaucoup de projets sont déjà prêts. La création surtout de la commission du genre. Cela donne énormément d'espoir aux femmes du district. Beaucoup de projets pour les 3 régions du district. Et je crois que nous qui sommes les maires, nous sommes bénéficiaires aussi des projets du district. Cette première section donne vraiment de l'espoir à la jeunesse du district du Bassa-Sandra. Parce que toutes les différentes études de faisabilité des différents projets, on constate que c'est la jeunesse qui est mise en priorité. Les documents des études de faisabilité des différents projets élaborés par les partenaires ont été remis au cours de cette première session du Conseil du district autonome du Bassa-Sandra. On parle religion pour terminer. La communauté musulmane de Rubino, dans le département d'Agboville, région de l'Anyébi-Tiassa, s'est réunie récemment sur la place publique pour prier pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. Je vous propose les temps forts de ce grand rendez-vous islamique à Rubino. Rubino, dans le département d'Agboville, région de l'Anyébi-Tiassa. Sous ses bâches, guides religieux, moukadam, prédicateurs et fidèles musulmans, tous réunis pour prier pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. À ce grand rendez-vous islamique, les représentants du président de la Chambre de commerce et d'industrie, Fama Touré, et du directeur général de la RTI, Foussini Dambélé, respectivement parrain et président de cette cérémonie religieuse, ont exhorté hommes des dieux et fidèles à prôner autour d'eux les valeurs de solidarité, de tolérance et d'amour. Quand nous sommes solidaires
La Côte d'Ivoire est debout, nous sommes en paix et là, nous pouvons développer tout ce que nous voulons. Gabriel Fousseni a demandé aux guides religieux ici présents, à tous les fidèles musulmans de Rubino, de prier pour la paix, la cohésion, la stabilité en Côte d'Ivoire. Sans paix, sans stabilité, il n'y a pas de développement. Pour la communauté musulmane de Rubino, ce rassemblement vient à point nommé. Elle se réjouit d'ailleurs de la qualité des conférences. S'il n'y a pas la paix, aujourd'hui on ne peut pas se retrouver ici aujourd'hui pour pouvoir prier. La cohésion est tellement importante, donc les imams doivent prier pour la paix. Ils doivent prier pour la Côte d'Ivoire, pour le président de la République. Communauté chrétienne de Rubino, mais aussi élus et cadres de la localité. Tous étaient de la partie, car personne ne voulait se faire compter l'événement. Je crois que c'est la même chose que nos curés et vicaires prônent à l'Église catholique. Il faut nécessairement prôner le dialogue interreligieux pour qu'il y ait l'entente entre les chrétiens et puis les musulmans, pour qu'il y ait la cohésion en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie religieuse, elle est bienvenue pour que Rubino soit en paix. Les imams ont le soutien de Madame le député maire. Rappelons que cette cérémonie de prière pour la paix et la cohésion s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Un commentaire de Boko Clément qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.